Bonjour Marc, nous sommes heureux de t'accueillir aujourd'hui à ICAP. Je t'ai demandé de venir pour que tu nous parles de la voix de l'enseignant. Et toi, tu as une particularité, c'est qu'en plus, tu es chanteur. Donc, peux-tu nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est que pour toi que la voix de l'enseignant et la voix du chanteur? Donc, la voix de l'enseignant, un outil. On parle beaucoup d'outils à l'école et pour moi, le principal outil, c'est justement notre voix, puisque c'est par là qu'on va transmettre tous les savoirs qu'on veut pour les enfants. Enfin, tout ce qu'on nous demande de transmettre, ça va passer par cet outil-là. Donc, pour moi, c'est l'outil le plus précieux. Et comme il est précieux, il va falloir y prêter attention, l'économiser et l'entretenir, puisque c'est comme tout instrument, puisque je suis musicien, la voix est un instrument qu'il faut travailler par des exercices. En tant que professeur, il faut aussi utiliser les mêmes techniques qu'un chanteur, en fait. Tu peux nous dire un petit peu aussi, comme tu as des enfants, est-ce que tu leur parles de la voix? Est-ce que tu travailles un petit peu la voix avec eux aussi? Alors, j'ai l'occasion, dans ma classe, d'animer un atelier choral, dans le cadre de la musique. Donc justement, je leur fais beaucoup travailler la voix, la respiration, le placement de la voix, ne pas se fatiguer, ne pas crier, parce que les enfants ont tendance à crier quand ils chantent. Donc oui, je fais beaucoup d'exercices, beaucoup de travail sur la place de la voix. On ne chante pas juste pour chanter. On va pas dans la salle et on ne se met pas à chanter. On a d'abord tout un travail qui dure entre un quart d'heure et 20 minutes sur justement la découverte de la voix, la découverte du diaphragme, la découverte du larynx, la respiration, avec plein de positions, etc. Enfin, voilà. Et ça, tu le fais tous les jours un petit peu ou une fois par semaine? Tu t'y prends comment? Alors, le gros travail de respiration, c'est une fois par semaine. Dans l'atelier choral? Dans l'atelier choral, dans la salle polyvalente de l'école. Bien sûr. Avec d'autres élèves? Avec d'autres élèves, 3 classes, on est 3 classes en même temps, donc ça fait 75 gamins devant moi. Et quotidiennement, Et dans la classe, je fais des exercices aussi. Ça m'arrive de faire des exercices de respiration, notamment quand ils sont énervés. Ils sont énervés, on se met derrière la chaise, debout derrière la chaise, on tient son dossier, et on fait de la respiration. On parle de la voix de chanteur. Un ténor, qu'est-ce que c'est que la voix de ténor? Donc la voix du ténor, on catégorise les voix suivant des étages. Donc plus on va monter dans l'aigu, et plus on va descendre. Donc il y a déjà 2 catégories, il y a les hommes et les femmes. Donc pour les hommes, on va avoir des voix aiguës, donc c'est la voix des ténors, voix de baryton, voix de basse. Et ce que j'appelle les extraterrestres, les hautes contres et les contre-ténors, c'est des garçons qui vont utiliser exclusivement la voix de tête, que je vous montrerai aussi tout à l'heure ce que c'est que la voix de tête. Et chez les femmes, c'est pareil, on a des voix graves, des voix médiums et des voix aiguës, voire suraiguës, avec des sopranos ce qu'on appelle les sopranos coloratours, et les altos pour les voix graves. Et la voix du ténor, c'est la voix qui fait un mixte entre la voix de poitrine et la voix de tête, et qui reste une des voix les plus aiguës dans le registre naturel. Ce que j'appelle naturel, c'est qu'on ne chante pas tout en falsetto. Falsetto, c'est en voix de tête. Je vais rester dans ma tessiture, dans la place naturelle de mes cordes vocales, en fait. Donc ça, c'est la voix du ténor. Donc Pavarotti, c'est le plus célèbre de tous chez les ténors lyriques. En général, des répertoires qui sont toujours le héros. Et puis le héros, l'amour retransi, voilà quoi. C'est le rôle de star un petit peu. Oui, on a du mal à avoir des ténors, des rôles de ténors méchants. On ne peut pas y croire parce que les notes sont trop aiguës. Il y a cette image, le méchant il doit avoir une voix grave. En classe aussi, on retrouve ça aussi. Pour les enfants, une voix grave. Justement, si tu peux nous dire un petit peu l'impact de la voix par rapport aux enfants. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? C'est vrai que la façon de placer la voix va avoir un impact, comme tu disais, sur les enfants, sur leur façon d'être en classe, leur côté calme, etc. Moi, je travaille dans un milieu, je suis en RRS, un réseau de réussite scolaire, donc j'ai des enfants qui bougent quand même. Oui. Assez bougeants, on va dire ça. Donc, on a un gros travail à faire, nous, enseignants, justement, pour poser ces élèves-là qui ont tendance à être toujours survoltés. Et la place de la voix, ouais, jouer. Donc, suivant l'objectif que je vais vouloir atteindre, si je veux être autoritaire, naturellement, je vais placer une voix très timbrée, plutôt dans le grave. Mais c'est pas une bonne solution, puisque ça dure qu'un temps, en fait, ce côté-là de faire « Bon, maintenant tu vas te taire et tu vas prendre ton cahier ». Au bout d'un moment, les élèves ont compris. Et puis en plus, finalement, ça fait un peu de tension. Et ça fait des tensions. Génère de la tension, c'est ce que tu nous dis. Génère de la tension chez les enfants, génère de la tension pour soi-même, parce qu'on a tendance à écraser la voix et se placer dans un registre très bas, qui va pas être son registre forcément naturel. Dans l'éducation nationale, dans l'élémentaire, on a beaucoup de femmes, notamment. Et une femme qui va toujours parler, c'est-à-dire chanter, c'est la fille, qui va toujours parler en utilisant sa voix grave, c'est hyper fatigant, et généralement, à la fin de la journée, elle dit « Ah là, j'ai mal à la gorge, j'en peux plus. » Ça me picote. Ça picote, etc. Puisqu'elle va utiliser ce côté artificiel de la voix grave pour penser calmer les enfants. Mais ça ne marche pas comme ça. Moi, j'ai 13 ans d'expérience d'enseignement maintenant, et ce que j'ai constaté, c'est que justement, en mettant la voix de façon légère,
presque en voix de tête, c'est-à-dire que je vais m'amuser à leur parler légèrement, comme ça, voire leur parler très bas. Plus on va jouer sur ces critères-là... Très bas en intensité. En intensité, voilà. En baissant le volume, plus on va jouer sur ces critères-là, plus les élèves vont se calmer. Ça, c'est flagrant. S'ils commencent à faire du bruit, si vous rajoutez du bruit en dessus, en criant fort, c'est la surenchère, généralement on ne gagne pas. Est-ce que tu as remarqué aussi au niveau du parcours intonatif, c'est de l'intonation? Quand la voix monte, plutôt interrogative, ou quand elle... Est-ce que ça a une influence en tant que médiation, éducation éducative? Oui, si on veut capter l'attention des enfants, effectivement, on va avoir tendance à avoir une voix, c'est presque une caricature de dessin animé, quelque chose qui va toujours monter. Les enfants, ils veulent savoir pourquoi. Et là, on arrive... Ça crée de la suspension et de l'écoute, si je te comprends bien. D'accord. C'est un peu l'énigme, en fait, le jeu. Attention, vous allez voir, là, ça va venir. Et là, les enfants... Tu viens de nous parler de la voix de l'enseignant, mais revenons maintenant à la voix du chanteur. Est-ce que tu peux nous parler de sa posture? Je ne peux pas vraiment dire qu'il y a une posture typique du chanteur et une posture typique de l'enseignant. Alors pourquoi? Puisque l'outil est le même, il y a juste le placement de la voix qui va être différent. Mais l'outil de base de la voix, ça va être la respiration. Qu'elle soit chantée, qu'elle soit parlée, ça va toujours être la même chose. Donc, moi, ce que j'explique aux enfants, à la chorale notamment, et que nous, enseignants, on doit aussi mettre en place, c'est d'être vraiment ancré sur le sol. Pour donner une image aux enfants, je dis, vous êtes des arbres. Et les arbres ont des racines. Et les racines sont... On ne bouge pas un arbre, on n'arrache pas un arbre facilement. Ils sont enracinés. Voilà, ils sont enracinés. Et la position du chanteur ou de l'enseignant, vraiment, je pense qu'il faut avoir cette position. Si on est vraiment stabilisé devant les enfants ou devant un public pour un chanteur, ça va capter. Si j'arrive et je suis comme ça, si je suis un enseignant et j'arrive comme ça, évidemment, les enfants, apparemment, il n'a pas grand-chose à voir avec nous, il ne va pas nous intéresser. Par contre, si j'arrive et je me mets en position, donc je suis bien assis sur le sol, j'ai les genoux flexibles, bien assis, ça ne veut pas dire tendu, c'est-à-dire que je ne vais pas arriver comme ça. C'est-à-dire que je vais être assis et toutes les tensions que je vais pouvoir créer dans mon corps, justement les focaliser sur mes pieds. Si je te comprends bien, il faut être tonique mais pas tendu. Exactement. Tonique, c'est-à-dire que dans le sol, on pourrait me bousculer normalement. Ça bouge pas. Je vais rester sur place, je vais résister, mais toutes mes tensions doivent être relâchées, qu'elles soient au niveau des genoux, du bassin, des bras, les épaules basses, il faut baisser les épaules, le larynx, tout doit être détendu. Ça, c'est vraiment une façon... La position idéale pour ne pas se fatiguer la voix. On peut parler comme ça pendant très longtemps. Si j'ai vraiment une assise qui est très basse, ça va fonctionner. Il y a aussi le jeu avec la voix. On a tous ce souvenir-là d'enseignants, malheureusement, avec le timbre, ce qu'on appelle le timbre monocorde. Vous allez prendre le livre page 25, vous allez faire l'exercice numéro 32. Alors ça, c'est terrible. Parce que ça devient monotone, carrément, monocorde. Voilà. Carrément. On a à l'université, on a eu des profs comme ça en amphithéâtre où au bout d'un moment, on n'en peut plus. Et les enfants, c'est pareil, surtout avec les petits. Les petits, si on s'amuse à parler sur un ton monocorde, ça ne marche pas. Donc j'ai cette assise et je vais jouer avec ma voix, je peux dire ma voix de chanteur. Parfois, je vais m'amuser à parler très dans l'aigu comme ça, parfois je vais descendre et je vais faire plein de jeux comme ça. Ce qu'on appelle l'intonation, tout un parcours. Exactement, pour capter l'intention des enfants. Sur des notions difficiles, notamment, ça marche super bien. Si je prends une notion très difficile, par exemple, je prends en CM2 tout ce qui est proportionnalité, etc., qui sont des tâches complexes. Si je commence à parler avec une voix... Voilà. Là, je les perds tous. Certain que tu vas les perdre. Voilà. Le but, c'est de créer, par l'intonation de la voix, de créer des jeux de questions-réponses qui vont être inconscientes. Je ne vais pas leur poser des questions, mais ma voix va leur poser des questions. Dire, tiens, mais pourquoi il se passe ça, etc. Même si j'utilise le mot, il y a quand même l'intonation de la voix, où quand je veux poser une notion, je vais plutôt redescendre. Je dis, voilà, vous avez découvert ça, et voilà pourquoi. Et là, ça repose, une fois que les enfants sont posés, ils sont plus réceptifs à tout ça. Si je te comprends bien, cette musique du mot, cette intonation crée une connivence. Exactement. Avec le groupe, ben oui, avec l'enfant. Pour moi, chanteur, professeur, acteur de théâtre, on a toujours le même rôle, on est toujours en scène. En communication perpétuelle. Voilà. Avec les enfants, c'est un public, on est l'acteur, on est devant eux, on leur transmet par notre jeu d'acteur des notions, mais il faut avoir cette conscience-là du jeu de professeur. Et comme tu fais maintenant, finalement, il n'y a pas uniquement la voix, mais il y a aussi le regard, comme tu le parles, regard et les mimiques. Moi, la gestuelle. Je parle beaucoup avec les mains, effectivement, mais c'est vrai que ça aussi, ça crée du lien. Ça crée du lien. Ça peut être parasite parfois, mais ça crée aussi du lien. Ça, au moins, c'est vivant. Voilà. Puisque c'est vivant, et puisque c'est la musique, et puisque tu es ténor, peux-tu nous montrer maintenant un petit peu qu'est-ce que c'est que la voix de tête, la voix de gorge, la voix de poitrine? Est-ce que tu peux nous différencier ces trois registres? Ok. Je peux vous les différencier de façon artificielle. La voix de tête, ça va être... Là, je suis en pleine voix de tête. Là, je m'amuse à faire... Tous les résonateurs sont supérieurs. Tout est très haut. Enfin, on pourrait me poser la tête sur une table, c'est ma tête qui chante, mon corps sert à rien, même s'il y a la respiration.
À l'inverse, je vais avoir la voix de poitrine qui va être une voix très basse. Oh. Ça, c'est pas moi. Moi, je suis pas baryton, je suis pas basse, je suis un ténor. Les ténors, on est plus élevé. Du coup, ça a un côté très artificiel. Mais c'est ça, la voix de poitrine, c'est quand je parle très profond. Et si je mets les mains ici, la résonation se fait vraiment ici. Et puis il y a un chemin entre les deux. Donc chez les ténors, c'est un peu particulier. Chez les barytons et chez les basses, donc les voix très graves, c'est flagrant. Ils ont vraiment... Tandis que chez les ténors, ce qu'on appelle la voix mixte, c'est-à-dire que c'est un passage entre les deux. Donc moi, comme j'ai beaucoup travaillé ma voix, j'ai pas cette grosse différence. Quelqu'un qui n'aurait pas travaillé, quelqu'un de novice, aurait cette différence où on entendait et une espèce de claquement et hop, on passera en voix de tête. Moi, ça va passer on a entendu que je passe en voix de tête. Quand je suis tout là-haut, je suis en voix de tête. Mais il n'y a pas ce décrochage. Merci Marc. Ba-do-ba-da-ba-do-ba-do.